Bon, bonjour à tous, on va commencer. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est une leçon jusqu'à la pause. Après la pause, il y a un séminaire que je donnerai moi-même et qui sera en anglais, la leçon étant en français. Et le séminaire sera plus classique, ce sera avec diapositive, présentation ordinateur. Bien, alors, comme toujours, première chose, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai expliqué la semaine passée? Donc s'il n'y en a pas, je commence. De toute façon, vous pouvez m'interrompre, comme je l'ai déjà dit, à tout moment, au cas où il y aurait des points obscurs qui nécessitent des explications complémentaires. Alors la première chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est terminer ou reprendre le calcul que je n'avais pas terminé la semaine passée, qui est de déterminer toutes les symétries asymptotiques d'un espace asymptotiquement plat décrit par la métrique de Bondy à l'infini de genre-lumière. Donc calculer explicitement toutes ces symétries asymptotiques et puis étudier l'algèbre, la structure de l'algèbre de ces symétries. Et donc je vais reprendre à zéro ce calcul. Donc je vous rappelle, donc c'est symétrie asymptotique et bon, on verra, c'est décrit par le groupe ou l'algèbre, si on est au niveau infinitésimal, de Bondy, Metzner, Sachs, donc on appelle aussi BMS. Et donc la première chose que je vais faire, c'est d'abord déterminer, donc faire le calcul explicite des symétries asymptotiques. Donc, on a vu que au voisinage de l'infini de genre-lumière, on pouvait écrire la métrique sous la forme de Bondy, donc ds carré, donc ça c'est des rappels. Hein. Donc il y a 6 fonctions arbitraires qui apparaissent, qu'on appelle V, bêta. Donc ceci, c'est les notations qui ont été introduites par Bondy, du, dr, plus r carré HAB, dxa, moins UA, du, dxb, moins UB, du. Alors ça, c'est une métrique très générale. En fait, toute métrique peut s'écrire sous cette forme-là, mais maintenant, ce qu'on va supposer, c'est qu'on va supposer un certain comportement asymptotique pour les fonctions qui apparaissent, à savoir V, bêta, HAB et UA, UB. Bon, HAB est soumis à la condition de déterminant. Hein. Donc ça, c'est une condition de coordonnées. Le déterminant de HAB, on demande que ce soit égal à sinus carré θ. Je vous rappelle aussi que les indices latins grand A, grand B, ça désigne les angles, donc dxa c'est dθ et dφ. Donc c'est une notation standard, donc xa, c'est une paramétrisation de la sphère, mais je vais utiliser souvent θ et φ. Donc ça c'est la partie angulaire. On a des parties du dr et puis du carré. Et les surfaces U égale à constante sont des surfaces de genre-lumière, comme nous l'avons vu. Alors, donc ça, c'est très général. En fait, on ne fait pas beaucoup d'hypothèses pour arriver à cette expression de la métrique. Ce que maintenant je vais imposer, c'est que, asymptotiquement, donc pour grand R, ces fonctions-là aient un certain comportement. Alors, on va demander que V soit égal à moins R, à l'ordre dominant, puis une fonction d'ordre 1 qu'on appelle 2m, parce qu'effectivement, si on écrit la métrique de Schwarzschild sous la forme de Bondy, on obtiendra que V c'est moins R plus 2m.
Et puis il peut y avoir des corrections qui tendent vers 0, comme R-1 ou plus rapidement. Alors bêta, à nouveau, en se référant à la métrique de Minkowski. Donc la métrique de Minkowski, ça correspond à V égale à moins R, et E exposant 2 bêta est égal à 1. Donc bêta, on va supposer que ça tend vers 0 à l'infini. On autorise des termes en 1 sur R, des termes en 1 sur R carré, et puis des corrections qui vont encore vers 0 plus rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Puis donc là, on s'est donné le comportement. Alors les fonctions UA, qui contrôlent les termes croisés DU, DXA, on demande qu'elles tendent aussi vers 0. On avait vu la semaine passée que le comportement approprié à demander, c'était ceci, donc un terme en 1 sur R carré, puis un terme en 1 sur R cube, etc. Et puis enfin, on demande que la métrique HAB coïncide à l'ordre 1 avec la métrique de Minkowski, avec le terme angulaire de la métrique de Minkowski écrite dans les coordonnées sphériques. Donc c'est la métrique que j'appelle gamma AB. Donc ça, c'est la métrique sur la sphère. Alors je la dénote gamma AB, parfois je la dénoterai gamma bar, je mets une barre, mais c'est la même chose. Donc gamma AB, dxa dxb, c'est dθ carré plus sinus carré θ dφ carré. Donc c'est la métrique sur la sphère, mais on autorise ensuite des corrections qui iront évidemment en 1 sur R, puis des termes en 1 sur R carré, etc. Alors, je reviendrai sur ces hypothèses qui sont derrière, donc de supposer qu'on peut faire un développement en puissance de 1 sur R au voisinage de l'infini de genre lumière. Ça va être dans la deuxième partie, donc ça va être au séminaire que je vais le faire, mais pour le moment, on suppose que la métrique a cette forme-là, et on va étudier les symétries asymptotique de cette métrique. Il y a encore une chose à dire, c'est puisque le déterminant de HAB étant fixé, ça veut dire, c'est-à-dire c'est le même que le déterminant qui sort de gamma AB, donc ça veut dire que la trace de CAB, au premier ordre, la trace de CAB calculée avec la métrique inverse gamma AB doit être égale à 0. Donc ça, c'est pour satisfaire cette condition de coordonnées au premier ordre, et puis il y aura d'autres conditions, évidemment, à chaque ordre. Donc, peut-être pour résumer, puisqu'on en aura besoin, on voit que j'ai la composante UU de la métrique. Donc il y a une contribution ici, et puis il y aura le terme croisé, enfin le terme HAB, UA, UB, DU carré. Ça commence par un terme d'ordre moins 1, plus 2m sur R, plus des termes d'ordre 1 sur R carré. Et donc, il y a un terme qui est fixe, et puis le reste est variable, mais ce qui est variable, ça commence en 1 sur R, puisque ceci est d'ordre R carré, mais j'ai 1 sur R carré ici et 1 sur R carré là, donc au total, quand je calcule le produit, j'ai 1 sur R carré, donc c'est là. GUR à l'ordre 1, c'est moins 1, plus une correction d'ordre 1 sur R. GUA, donc le terme, on l'a calculé, c'est d'ordre 1. GRR est égal à 0. Il n'y a pas de terme dr carré. GRA est égal à 0, il n'y a pas de terme dr dxa. Et puis GAB, je vais l'écrire ici, c'est donc, ça commence par R carré gamma AB, qui est fixe, c'est la métrique sur la sphère unité ronde. Et puis on a un terme d'ordre R, CAB, et puis on a des termes d'ordre 1. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, donc ça c'est des rappels de la semaine passée. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quelles sont les transformations de coordonnées, quels sont les difféomorphismes qui laissent la forme de la métrique invariante. Et on va répondre à la question
infinitésimalement. Donc on va considérer les difféomorphismes au voisinage de l'identité qui préservent cette forme de la métrique. Donc on va considérer un champ de vecteurs, a priori quelconque, mais on va voir qu'il va être contraint évidemment par la condition qu'il préserve la forme de la métrique. A priori, il a une composante selon U, une composante selon R, et puis partie angulaire. Et qu'allons-nous demander? On va demander que la variation de la métrique sous ce difféomorphisme infinitésimal, qui est la dérivée de l'I de la métrique en fait, eh bien, préserve la forme de la métrique, c'est-à-dire, si par exemple je regarde la partie UU, comme la composante de la métrique UU a une partie fixe moins 1 à laquelle on ne peut pas toucher, puis des termes en 1 sur R, on va demander par exemple que la variation de la métrique, la composante UU de ça, soit d'ordre 1 sur R, etc. Donc pour chaque composante va nous donner une équation. Préserve la forme de la métrique. Donc on veut que G lambda mu plus delta xi G lambda mu puisse s'écrire comme ça, avec des fonctions qui obéissent au même comportement asymptotique. Et j'avais commencé le calcul. Donc je vous rappelle aussi, puisqu'on va en avoir besoin tout le temps, l'expression de la dérivée de l'I. On peut l'écrire en termes de dérivée covariante, mais alors il faut calculer les gammas de Christoffel et je n'ai pas envie de le faire, donc je vais prendre l'expression, disons, qui vient naturellement quand on calcule une dérivée de l'I, c'est ceci. Donc on a un terme de transport et puis on a un terme qui vient du fait que la métrique c'est un tenseur. Voilà, donc on va demander que cette expression-ci, on va chercher les xi, telle que cette expression-ci préserve la forme de la métrique. Donc je vais commencer, enfin je l'avais déjà fait la semaine passée, mais je recommence pour faire le calcul en détail. Par exemple, on part de la composante GRR. Mais la composante GRR, elle est nulle. Donc si je fais un difféomorphisme qui préserve la forme de la métrique, il faut que la composante GRR reste nulle, donc sa variation doit être nulle. Donc il faut que la dérivée de l'I de la métrique composante RR soit nulle. Alors alors c'est un calcul qui était facile à faire. Donc je prends pour lambda et mu RR. Mais puisque GRR est nul, toutes ces dérivées sont nulles aussi, donc ça ne contribue pas. Plus 2, on aura 2 fois la même chose puisque c'est une composante diagonale. Rho R, G, R, rho R doit être égal à 0. Mais G rho R, la seule composante de G rho R non nulle, c'est G U R, qui est non nulle et qui commence par moins 1. Donc en fait, cette équation se réduit juste à 2 xi U R G U R est égal à 0. Donc c'est non nul, je peux simplifier, je peux enlever le 2, donc je vois que xi U ne peut pas dépendre de R. Donc on apprend de cette équation-ci, je vais écrire les résultats qu'on va engranger ici. Xi U est d'ordre 1, et donc est une certaine fonction que je vais appeler f de U et des angles, mais ne dépend pas de R. C'est ce qu'on apprend en regardant cette équation. Alors l'équation suivante qu'on va regarder, parce que c'est aussi quelque chose de facile à traiter, c'est la variation de GRA. Pourquoi? Parce que GRA est nul. Donc la nouvelle métrique doit aussi avoir GRA nul. Donc la variation de GRA sous le difféomorphisme doit être nulle. Donc à nouveau, si je développe ceci, la dérivée de l'I donc de GRA, c'est xi rho
Donc je vais vraiment faire le calcul complet en piéton. Donc l'idée, je pense que c'est assez instructif de voir au moins ce calcul une fois. Donc c'est G RA composante dérivée. Donc ça c'est la dérivée ordinaire. La virgule, je l'ai dit la fois passée, mais je le répète. Plus, alors je vais avoir deux termes, xi rho virgule R G rho A plus xi rho virgule A G R rho. Et donc ça doit être égal à 0. Alors, à nouveau, ce terme-ci est nul puisque la métrique n'a pas de composante GRA, donc il faut juste regarder ces termes-ci. Alors, l'indice ρ peut prendre la valeur, donc les composantes angulaires de la métrique, il n'y en a pas selon R. Il y en a une lorsque ρ est égal à U, mais dans ce cas-là, on sait que si UR est égal à 0, donc en fait, la seule contribution qu'on va obtenir d'ici, c'est la partie angulaire. Donc, je vais l'écrire xi B virgule R G B A plus, et donc c'est le seul terme qui vient. Alors ici, j'ai une composante R, on a vu que la seule composante de la métrique qui non nulle avec un indice R, c'est GRU. Donc on est obligé de prendre xi U A, c'est le seul terme qui va contribuer, GRU est égal à 0. Et donc, je vais pouvoir exprimer, puisque la métrique angulaire est inversible, je vais pouvoir exprimer la dérivée par rapport à R de xi B en fonction de xi U, qui est la fonction qu'on a, à propos de laquelle on est capable de dire des choses par l'équation précédente. Donc je vais résoudre pour xi B, pour la dérivée de xi B par rapport à R. Alors, ceci, ça commence par R carré gamma AB plus des termes d'ordre 1 sur R. Donc si je veux isoler xi B virgulaire, et ceci, on a vu que ça commence par xi RU, je l'ai écrit ici, c'est moins 1 plus des termes d'ordre 1 sur R. Donc si je regarde l'équation à l'ordre dominant, elle va me dire que xi B virgule R, c'est 1 sur R carré, gamma AB, xi U virgule A. Donc j'écris les choses à l'ordre dominant. Hein. Donc il y a un moins 1 ici, mais comme je l'ai mis de l'autre côté, on ne l'a pas. J'ai divisé par R carré et j'ai multiplié par la métrique inverse. Donc j'ai ça, mais évidemment il y a des corrections, et les corrections vont être d'ordre 1 sur R cube. Je regardais les choses à l'ordre dominant, ça me donne ça, mais évidemment il y a des termes d'ordre plus petits qui apparaissent, mais bon, et je les mets tous ici. Donc ça c'est l'équation que je tire en demandant que GRA ne varie pas. Et ça c'est une équation que je peux intégrer et qui me dit que xi B, c'est donc une certaine fonction que j'appelle FB de U et de X. Quand je vais prendre la dérivée par rapport à R, ça disparaît. Moins, la primitive de ça, 1 par rapport à R, 1 sur R. Alors je vais élever systématiquement les indices à l'aide de la métrique gamma, donc la métrique unité, la métrique ronde sur la sphère unité. Donc quand l'indice ici est élevé à l'aide de gamma AB, xi U, mais xi U, on sait ce que c'est F, plus, bon, il y aura, quand j'intègre ceci, je vais produire des termes en 1 sur R carré. Je fais toujours l'hypothèse que les fonctions sont suffisamment régulières pour qu'effectivement, quand je dérive ou
ou quand j'intègre, les ordres soient préservés. Donc on a appris, donc je vais le mettre ici, on a appris des choses sur xi b. On a appris que xi b, c'était donc une certaine fonction de u et de x. Donc on est en train de contrôler la dépendance en R, si vous voulez, moins 1 sur R, dB de f, plus quelque chose d'ordre 1 sur R carré. Bon, ben on avance. Alors maintenant, on va calculer... je ne vais pas toucher à ça, donc je vais mettre, pour être sûr, le terme suivant. Donc ici, c'est une démarche assez systématique. Bon, il faut attaquer les choses par le bon bout, c'est-à-dire s'attaquer aux composantes faciles. Hein, alors ça nous permet de proche en proche de résoudre. Et en fait, la composante facile suivante, c'est delta xi GAB. Alors, GAB commence par un terme d'ordre R carré, mais il est fixe, donc il ne varie pas. Donc la variation de GAB, puisque CAB, lui, n'est pas fixe, ça doit être d'ordre R. Donc ce qu'on va demander maintenant, c'est que ça soit d'ordre R. Alors à nouveau, écrivons explicitement la variation de la métrique en général. Donc j'écris la dérivée de l'I d'abord. Et ce qu'on demande, c'est que ceci soit d'ordre R. Ça, c'est la condition sur xi. Alors je vais l'expliciter un petit peu plus. Donc xi R est la quantité sur laquelle on n'a pas encore beaucoup d'informations, aucune information même pour le moment. Donc je vais écrire ça. dr de GAB. Et puis il y a des choses qu'on contrôle. On va pouvoir déjà d'ailleurs dire des xi u de du GAB plus évidemment la partie angulaire. Et puis il y a les termes qui viennent du fait que G se transforme comme un tenseur covariant. Donc c'est réellement les jacobiens de la transformation qui sont là. Alors je pense que je déballe tout. Alors ici, en principe, lambda prend les valeurs U, R et angle. Quand lambda prend la valeur R, GRB étant nul, c'est pas là. Donc il n'y a réellement que deux cas à considérer ici. J'ai plus xi U GUB, puis j'aurai ici évidemment l'autre terme xi U B GUA. Et puis je vais avoir les termes où ce sont les angles, xi CA G CB, et puis j'ai xi CB AC. Hein, donc j'ai vraiment tout déballé, et voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, on va utiliser le fait qu'on sait des choses sur le comportement de la métrique. Donc je vais peut-être, et sur la forme de la métrique, donc soyons même encore plus explicites. Donc je vais réécrire cette équation, mais en disant ce que c'est GAB. Alors GAB, c'est R carré gamma AB, donc quand je dérive par rapport à R, et la métrique gamma AB de la sphère ne dépend pas de R, donc c'est 2R gamma AB. Puis, je vais dériver CAB, pardon, le coefficient, le R qui est devant CAB, donc plus CAB, plus, donc j'ai un terme qui est d'ordre 1, donc qui ne dépend pas de R, donc quand je vais dériver par rapport à R, il disparaît, donc ça va être le terme en 1 sur R qui va avoir quelque chose, donc je vais avoir plus des termes d'ordre 1 sur R carré. Voilà.
D'accord? Donc ça, c'est ce que j'obtiens pour le premier terme. Xi U, là, on sait ce que c'est F. Donc c'est d'ordre 1. On va voir s'il va nous... Oui, donc écrire. Donc F est d'ordre 1, donc il faut l'écrire. Alors du de GAB, alors la métrique de la sphère ne dépend pas de U. Donc quand je vais prendre la dérivée par rapport à U de ceci, c'est sur CAB que je vais tomber. Donc j'obtiens R du de CAB, donc F, R, du de CAB. Alors vous pourriez me dire, mais donc ça c'est d'ordre R, donc pourquoi est-ce que je l'écris? Je l'écris parce qu'il y a quand même à l'ordre R une condition qui va apparaître, qui est que gamma AB CAB soit nul. Donc, et ça c'est la partie à l'ordre R de la métrique. Donc pour ceci, j'en ai pas besoin, puisque ça satisfait c'est d'ordre R, mais j'en aurai besoin pour le calcul qui vient juste après, et donc je l'écris. Plus des termes d'ordre 1. Bon, ça, il y en aura beaucoup, donc je ne vais pas les écrire. Donc ça, c'est ce qui vient de là. Puis j'ai la dérivée. Alors ici, je vais avoir les termes en R carré d'abord, qui vont contenir, si vous voyez ici, donc quand je remplace GAB par R carré gamma AB, donc je vais avoir R carré fois la dérivée de l'I le long de Xi, C, donc je vais mettre le C ici pour se rappeler que c'est la partie angulaire de la métrique à 2 dimensions AB. Donc je vois apparaître la dérivée de l'I sur la sphère, donc ça me définit la partie tangente du champ de vecteur, ça me définit un champ de vecteur sur la sphère. Je vois apparaître la dérivée de l'I de la métrique de la sphère à l'ordre R carré le long de ce champ de vecteur. Puis je vais obtenir à l'ordre R, parce que j'en aurai aussi besoin, donc écrivons-le, la dérivée de l'I le long de Xi C du terme suivant qui est de CAB. Donc là, j'ai tenu compte de tout ça. Mais encore ces termes-là, probablement, dont je dois tenir compte. Mais ces termes-là, ils sont faciles à prendre en compte parce que si U virgule A, ce sera d'ordre 1, et GUB, normalement, est d'ordre 1. Il est d'ordre 1. Donc ça ne contribue pas à l'ordre R carré, ça ne contribue pas à l'ordre R que je garde parce que j'en aurai besoin après. Ça commence à contribuer seulement à l'ordre 1. Mais puisque l'ordre 1, je ne vais pas m'y intéresser, donc ça remplit certainement cette condition, et donc je ne dois pas l'écrire. Donc je dois demander que cette expression-là soit d'ordre R. Donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de l'ordre R, ça doit s'annuler. Alors, là j'ai une quantité à l'ordre R carré, donc ça c'est à l'ordre R, on ne va pas regarder, ça c'est à l'ordre R, on ne va pas regarder. Donc vous voyez que j'ai ici quelque chose d'ordre R carré, et si ça doit disparaître, ça ne peut être éliminé que parce qu'il vient de la partie radiale. La partie radiale, il y a un R ici, ça veut dire que Xi R doit être au plus d'ordre R. Comme ça, j'aurai quelque chose d'ordre R carré qui peut disparaître avec ça. Si Xi R contient des termes d'ordre R carré ou au-delà, ils vont être tout seuls dans cette expression et donc ils devront être nuls. Donc ce que j'apprends d'ici, c'est que Xi R commence à l'ordre R, alors avec un coefficient que je vais appeler lambda, puis un terme d'ordre 1, puis un terme d'ordre R-1, etc. Enfin, ça continue. Parce que c'est la seule manière de remplir cette condition. Il faut que les termes en R carré partent. Enfin, il faut qu'il n'y ait pas de ce terme au-delà de R, enfin, que tous les termes, R cube, R4, R carré est intéressant. Donc R cube, ce sera lui tout seul, ce sera la contribution d'ordre R carré de ça, mais elle doit être nulle, donc il n'y en a pas. Donc ça commence à l'ordre R, et on a ça. Bon. Alors on injecte ça dans l'équation, et on regarde donc ce qu'on obtient à l'ordre R carré. Donc à l'ordre R carré, j'obtiendrai 2 lambda, donc R carré fois, alors j'ai 2 lambda gamma AB. Alors ça c'est ce sera d'ordre R, donc ça ne contribue pas. Ça c'est d'ordre R, ça c'est d'ordre R, donc là plus
R carré fois la dérivée de l'I de gamma AB est égal à 0. D'où j'apprends que le vecteur xi sur la sphère, donc les composantes angulaires du vecteur, doivent me définir un vecteur de Killing conforme. Donc j'obtiens que la dérivée de l'I de gamma AB, qui est égale, ça, en termes de dérivée covariante sur la sphère, que je vais écrire des barres pour distinguer des dérivées covariantes d'espace-temps, de xi B plus d bar B de xi A. Donc ça, c'est une identité pour les dérivées de l'I. Donc ce que j'apprends, c'est que ça doit être proportionnel, ça doit être moins 2 lambda gamma AB. Donc la variation de la métrique à 2 dimensions sur la sphère sous le difféomorphisme induit par xi C, ça doit être une transformation conforme, parce que ça doit préserver la métrique à un facteur près. C'est ça que ça dit. Et en plus, on peut aussi dire, en prenant la trace de cette équation, on peut exprimer lambda en fonction de la divergence de xi. Donc je prends la trace de cette équation, j'obtiens que 2 fois la divergence de xi, ça on a 2 dimensions, donc ça va me donner un facteur 2, c'est égal à moins 4 lambda, donc lambda est égal à moins 1,5 divergence de xi que j'appelais f. C'est la composante f dominante qui joue ici. Donc le xi ici qu'il faut retenir, c'est à l'ordre 1. Donc ce qu'on a appris, je vais l'écrire ici, c'est que la dérivée de l'I de la métrique le long de f c'est donc moins 2 lambda gamma AB, donc c'est ce qu'on appelle un vecteur de Killing conforme, ça veut dire que ça définit un difféomorphisme qui ne laisse pas la métrique de la sphère nécessairement invariante, mais qui la change par un facteur. Donc c'est une transformation conforme, et donc lambda, mais ça vient de l'équation, on sait aussi que le lambda, c'est égal à moins 1,5 divergence de FA. En prenant la trace de ça, et peut-être que je dois rappeler, donc si R, c'est lambda R plus mu plus des termes d'ordre 1 sur R. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en demandant qu'il n'y ait pas de terme d'ordre R carré dans la variation de GAB. Alors maintenant, il va y avoir une certaine variation d'ordre R de GAB. Elle peut être non nulle, mais ce qu'on sait, c'est que sa trace, gamma AB delta xi AB, doit être égal à 0. Donc là, on va voir ce que ça nous donne. Alors pour voir ce que ça nous donne, je vais faire un peu d'espace. Il faut que je trouve... Oui, ici. Donc on va effacer les choses ici. Et donc, on va maintenant regarder la variation de la partie angulaire de la métrique à l'ordre R, à l'ordre suivant, et imposer que gamma AB, que la trace de cette variation soit nulle. Donc, je vais écrire ça comme ça. Gamma AB delta xi, si vous voulez, CAB égale à 0. Alors, on va collecter tous les termes d'ordre R, donc. Donc, les termes d'ordre R... je vais avoir mu fois ça. Donc je vais laisser tomber le R. Donc je regarde l'ordre R d'abord, et puis on prendra la trace. Je ne vais pas écrire explicitement. Donc tous les coefficients, tous les termes que j'ai écrits viennent avec un facteur de R, mais que je n'écris pas. Donc je vais obtenir 2 mu gamma AB. Mais je vais aussi obtenir lambda R CAB. Lambda donc CAB.
Donc ça, c'est ce qui vient de la partie xiR. Alors, le terme suivant ici, il est d'ordre R, donc c'est F du CAB. Alors, j'ai ensuite... oui, donc attention, c'est un peu dangereux ici. Il y a un terme que je n'ai pas écrit, mais qui est important pour ce que je vais dire. Mais on va d'abord se mettre celui-ci. Donc j'ai la dérivée de l'I de CAB. Donc le long de F de CAB. Oui, donc là j'ai écrit la dérivée de l'I de xi c, donc c'est bien. Mais xi c a une partie FAB d'ordre 1, donc en fait c'est celle-là dont j'ai tenu compte là, mais aussi une partie en 1 sur R, qui va donc contribuer, 1 sur R et R carré, ça va me donner du R. Donc je vais obtenir R fois la dérivée de l'I le long de ce vecteur-là, de gamma AB. Donc je vais obtenir, mais il y a un signe moins, donc j'obtiens moins, je vais écrire comme ça, dérivée de l'I le long du vecteur DCF de gamma AB. Donc ça, c'est la contribution d'ordre R, enfin c'est le terme d'ordre R dans cette équation. Et donc, bon, voilà, ce terme d'ordre R, il peut être présent, donc on n'a rien à en dire, sauf que sa trace doit être nulle. Donc si j'écris gamma AB de ça, je sais que ça doit être égal à 0. C'est une condition sur xi. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui vont être très faciles à contrôler. J'obtiens d'abord ici 4 mu. Bon, donc ça. Mais là par contre, comme CAB est trace nulle, j'obtiens rien. Alors là, je vais obtenir gamma AB du de CAB, mais gamma AB ne dépend pas de U. Donc ça, c'est aussi du de gamma AB CAB, donc ça fait 0. Alors là, je vais avoir gamma AB dérivée de l'I le long de F de CAB. Alors ça, c'est la dérivée de l'I le long de F, c'est propriété des dérivées de l'I, de gamma AB CAB, moins dérivée de l'I le long de F de gamma AB CAB. Alors ça fait 0 puisque la trace de C est nulle. Et ceci, puisque F est un vecteur de Killing, donc c'est le vecteur F. Comme j'ai appelé la fonction F, bon, ça n'a pas de sens de dériver de l'I le long d'une fonction, mais c'est le long du champ de vecteur F. La dérivée de l'I le long de F de gamma AB, mais c'est un vecteur de Killing conforme F. Donc ça va être proportionnel à gamma AB. Donc ça va être proportionnel à gamma AB, et puisque CAB est de trace nulle, ça fait 0. Donc en fait, ce terme-ci, il est aussi nul. Et celui-là était nul aussi. Donc ils ont tous le bon goût d'être nuls, sauf celui-ci, qui va être moins gamma AB, dérivée de l'I le long du champ de vecteur DCF, donc du gradient de F, de gamma AB, doit être égal à 0. Alors, donc ça nous permet d'exprimer mu en fonction de F. Donc la dérivée de l'I ici, ça va être dA dB F plus dB dA F, la formule pour la dérivée de l'I que j'ai utilisée tout à l'heure, mais seulement il faut prendre comme vecteur le gradient de F. Bon, comme c'est une fonction, les dérivées covariantes ici commutent, donc j'obtiens 2 fois d bar A, d bar B de F, et c'est multiplié par gamma AB qui est en plus de toute façon symétrique. Donc je vais obtenir que mu est égal à 1 demi d bar A de F. Donc on va l'écrire ici.
Donc lambda, c'est pas n'importe quoi, c'est ça. Mu, c'est pas n'importe quoi, c'est 1/2 fois le Laplacien sur la sphère de f. Donc vous voyez que pour le moment, tout est déterminé en fonction de f et de fb, mais que fb n'est pas quelconque. Fb doit être un vecteur de Killing conforme sur la sphère. Mais donc si je connais f, cette fonction-ci, et fb, tout le reste est déterminé. Je connais xi et je connais lambda. Donc je connais lambda, je connais mu. Voilà. Bon, donc on a bien avancé, mais on n'a pas encore tout à fait fini. On va maintenant donner des conditions supplémentaires sur les fonctions f. Les fonctions f et fa déterminent tout. On sait que fb doit être un vecteur de Killing conforme sur la sphère, mais en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est contrôler la dépendance en U. On va montrer que la dépendance en U ne peut pas être quelconque. Donc, parce qu'a priori, on pourrait prendre par exemple ici un vecteur de Killing conforme sur un champ de vecteurs de Killing conforme sur la sphère, mais qui varie avec U. Pour différentes valeurs de U, je pourrais prendre un champ différent. On va voir qu'on ne peut pas. La dépendance en U va être fixée. On n'a pas épuisé non plus toutes les équations. Il faut regarder maintenant les composantes GUA, on ne les a pas encore regardées. Bon, donc on va regarder ça maintenant. Donc on va regarder la variation de GUA. Donc à nouveau, poser des questions, et surtout si c'est sur un calcul que j'ai fait, poser la question avant que j'ai effacé. Oui ? Justement, j'ai une question, c'est tout au début sur GUU. Je me demandais pourquoi bêta 0 n'intervient pas à l'intérieur, parce que alors de 1 sur R, il devrait apparaître. Donc bêta, donc ici, peut-être que c'est vrai, oui, attendez, on va voir. Ça ne joue pas dans le calcul que j'ai fait, mais donc ceci, ce sera 1 plus, il se fait, mais je ne l'ai pas utilisé. Si on regarde les équations, il faut prendre bêta 0 égale à 0, mais probablement que je l'ai implicitement fait, mais ça ne joue pas pour le calcul. Donc s'il est présent, il faut le garder, un bêta 0 sur R. Et donc, effectivement, j'ai moins 1, si je développe V, c'est moins R plus 2M. Donc, effectivement, j'aurai un terme d'ordre... il y a 1 sur R, ouf, oui, ça va. Donc, effectivement, on commence bien par moins 1. Effectivement, le terme en M, c'est pas M, mais bien probablement M fois B0. Hein. Enfin, il y aura une contribution de B0 qui vient de ça. Oui. Vous avez raison, mais je n'ai pas utilisé le fait qu'on n'avait que M, donc ce n'est pas grave. Mais il se fait, ça je ne l'ai pas dit, que quand on résout les équations du champ, on voit que si bêta 0 n'est pas nul, il y a des difficultés et donc il faut réellement supposer que ça commence en 1 sur R carré. Et donc je l'ai implicitement utilisé ici, mais comme ça n'a pas d'importance pour le calcul, ce n'est pas la peine de le supposer. Donc effectivement, il y a... Le M, de toute façon, va varier quand on fait une transformation. Donc peut-être ici, je mets M', où M' n'est pas égal à M. Bien, alors on va regarder maintenant, donc merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Je n'ai pas inclus de log, et en fait, on va voir que c'est une hypothèse assez forte au séminaire. Alors, effectivement, et c'est lié d'ailleurs à ce que je viens de dire, on peut montrer que si bêta 0 est non nul, il y aura des logs qui vont apparaître. On peut montrer aussi, et ça va être le point du séminaire, c'est que si je prends des conditions initiales qui ont l'air vraiment tout à fait normales et anodines, et que j'intègre vers l'infini de genre lumière, génériquement vont apparaître des logarithmes. Et que donc, ici, il y a des hypothèses qui sont faites, qui sont un peu fortes. Alors, heureusement, pour les propriétés de symétrie, on utilise très peu du développement. On regarde que les premiers termes. Et ça, c'est vrai, même si les logs apparaîtront, mais en général, donc ceci est en général pas juste, ceci est en général pas juste, il y a des logs qui se mettent avant, mais ça ne va pas invalider l'analyse de la symétrie. Mais c'est vrai que
Ces logs sont là et je vais en parler à la deuxième, enfin, après l'interruption. Alors revenons au calcul de la symétrie asymptotique. Alors GUA est d'ordre 1, donc il faut que sa variation soit d'ordre 1. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être automatiquement d'ordre 1, donc il ne va pas rester grand-chose, mais néanmoins, il y a des termes qui restent, donc il faut les écrire. Donc la dérivée donc la variation, c'est la dérivée de Lie. Donc à nouveau, j'écris la formule en général, et puis on l'analyse. GUA lambda plus xi lambda U G lambda A plus xi lambda A G U lambda. Alors, allons-y. J'ai d'abord xi R GUA virgule R. Alors, la dérivée par rapport à R de GUA, comme GUA est d'ordre 1, quand je dérive le terme dominant par rapport à R, ça disparaît, il ne dépend pas de R. Donc, c'est le terme en 1 sur R qui va être dérivé, qui va me donner du 1 sur R carré. Et que si R est en R maximum, R fois 1 sur R carré, donc ça c'est d'ordre 1 sur R carré. Donc à l'ordre R, donc à l'ordre 1, donc tout ce qui est plus petit que ordre 1, je laisse tomber, donc ça je laisse tomber. Plus, donc ça ne veut pas dire que c'est nul, hein, c'est nul modulo des termes d'ordre plus petit, hein, mais donc ça veut dire que ça ne contribue pas à l'ordre 1. Alors après, je vais avoir xi U GUA virgule U, mais que si U est d'ordre 1 et GUA est d'ordre 1, donc quand je dérive par rapport à U, ça reste d'ordre 1, soit à nouveau, c'est d'ordre 1. Plus que si, donc je vais mettre en dessous ce que ça veut dire, hein, c'est ordre 1. Ça, c'était même ordre 1 sur R, si j'ai bonne mémoire, enfin, peu importe, c'est plus petit que... Donc ça, c'est automatiquement d'ordre 1. Donc cette condition-ci, elle est intéressante s'il y a des termes d'ordre R ou au-delà dans cette variation, parce que ceux-là doivent être nuls. Mais ce qui est d'ordre 1, ben, ça contribue simplement, ça définit la variation de GUA, donc ça n'est pas contraint. Plus que si c'était U virgule U, pardon. Non, c'est que si U, je suis toujours là. Puis j'ai plus que si A, GUA, on va mettre B pour ne pas se tromper, UAB. Donc GUAB c'est d'ordre 1, xi B c'est d'ordre 1, donc à nouveau c'est 0, ça ne contribue pas à l'ordre R et au-delà. Alors, on a ici maintenant, j'ai xi R virgule U GRA, mais ça fait 0, parce que GRA est égal à 0. Décidément, tout est nul. Mais il reste quelque chose. Hein. Plus xi R virgule U, donc le suivant c'est xi U virgule U, fois G UA. Bon, à nouveau, c'est pas grand-chose. Parce que ça c'est d'ordre 1 et ça c'est d'ordre 1, donc je peux aussi l'oublier. Puis j'ai plus xi U. C virgule U G C A. Ah, alors là, ça c'est plus intéressant. Ça c'est d'ordre 1, mais là, GCA, j'ai des termes d'ordre R carré. Donc là, j'ai quelque chose d'ordre 1, là, j'ai quelque chose d'ordre R carré et d'ordre R. Donc il faut tout garder. On va le garder enfin, plus quels sont les autres termes. Je dois écrire celui-ci maintenant. Donc je vais obtenir xi R virgule A GUR. Alors GUR c'est d'ordre 1 et ça c'est d'ordre R, donc ça va aussi me donner des choses. Plus xi U virgule A
GUU. Bon, celui-là, par contre, c'est d'ordre 1, c'est d'ordre 1, donc il ne contribue pas. Et puis j'ai plus xi C, A, G, U, C. GUC est d'ordre 1, ça est d'ordre 1, donc à nouveau, ça ne contribue pas. Donc on voit que les termes dangereux, c'est ceci, et c'est ça. Donc les termes qui peuvent potentiellement contribuer. C'est que si C, U, GCA, plus, donc la condition, c'est que ça doit être d'ordre 1. Donc c'est que si C, U, GCA, plus xi R, A, G, U, R est d'ordre 1. Alors j'ai des termes d'ordre R carré, parce que ceci, rappelez-vous, c'est R carré gamma AB plus R CAB, etc. Je ne sais pas, c'est CA, pardon. Et là, ça commence à l'ordre R. Donc il faut que le terme en R carré soit nul, c'est-à-dire qu'il faut que xi C ne dépende pas de U. Donc à l'ordre R carré, pour avoir 0, donc ça me donne xi C virgule U est égal à 0, c'est ce que je vous avais annoncé. Le vecteur de Killing conforme ne peut pas dépendre de U, ça doit être le même pour toute valeur de U. Et puis, à l'ordre R, on va aussi obtenir quelque chose. À l'ordre R, qu'est-ce qu'on obtient? J'ai donc, à l'ordre R, celui-ci ne va plus contribuer. Si C ne contribue pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir le terme suivant, mais qui va venir alors avec gamma AB. Donc je vais avoir le terme en 1 sur R ici qui vient avec celui-ci, parce que le terme en R qui vient avec FCU, donc c'est pas xi C virgule U, c'est FC virgule U. Hein. Le terme... la dérivée de f, je ne peux encore rien dire. Hein, donc il va y avoir un terme ici en 1 sur R qui va venir avec le terme en R carré là. Donc j'ai moins un D A de f dérivé par rapport à U de ça. La métrique gamma ne dépend pas. Donc moins DU de DAF. Et puis j'ai quelque chose qui vient d'ici, qui est la dérivée par rapport à A de xi R à l'ordre R, donc c'est lambda virgule A plus dA de lambda fois GUR qui est à l'ordre 1, GUR moins 1, donc il y a un moins. Doit être égal à 0. Hein, puisque ça c'est multiplié par R et l'ordre R doit être absent. Et donc j'obtiens l'équation que dA du de f plus lambda doit être égal à 0, que je peux intégrer, oups, je vais faire ça ici, et que j'obtiens du de f plus lambda ne peut dépendre que de U. J'appelle ça S de U. Ça ne dépend pas de R, hein, parce que c'est dans des coefficients de R. Donc on voit que cette somme ne peut pas dépendre de XA, donc elle ne peut dépendre que de U. Et rappelez-vous aussi que lambda, on a vu que ce n'est pas indépendant, lambda, hein, c'est moins 1,5. Donc lambda, en fait, c'est moins 1,5 d bar A FA. Et on vient d'apprendre que F ne dépendait pas de U. Donc lambda ne dépend pas de U. Donc je peux très facilement intégrer cette équation qui va me dire que, donc je vais mettre ça de l'autre côté, que F, c'est U fois 1,5 d bar A FA. Hein, j'ai moins lambda ici, mais donc ça fait plus 1,5. Et puis ça ne dépend pas de U. Quand j'intègre par rapport à U, j'obtiens ça. Plus une fonction des angles,
Quand je prends du, ça disparaît. Plus une fonction de u, la primitive de S de u, que je vais appeler W de u. Donc vous voyez, les choses se resserrent. On apprend que f. Donc là, pour le FB, on a fini. Pour le F, on va apprendre des choses, on commence à contrôler sa dépendance en U. On voit en fait que la dépendance en U, il y a la divergence du vecteur de Killing conforme, où je l'ai écrit. Et puis éventuellement, il y a une fonction arbitraire qui ne dépend que de U et que je vais tout de suite montrer égale à 0. En regardant l'équation suivante. Et puis, j'aurai fini le calcul. Donc on n'a pas encore épuisé toutes les conditions. Il faut maintenant écrire que la composante, on va prendre laquelle je vais prendre, la composante qui est la plus judicieuse maintenant, c'est UR. On va prendre UR. Donc on calcule des taxis GUR et on demande que ce soit d'ordre 1. Alors on a, à nouveau, on écrit la dérivée de l'I dans toute sa gloire. Lambda R plus xi lambda R G U lambda. Et donc ça, il faut que ce soit d'ordre 1. Donc à nouveau, beaucoup de choses sont automatiquement d'ordre 1. Donc GUR, c'est moins 1. Donc quand je dérive GUR, je vois le terme en 1 sur R. Donc ça va être quelque chose en 1 sur R. Même quand je dérive par rapport à R, ça va être en 1 sur R carré. Et donc si R c'est en R, mais R fois 1 sur R carré, ça va contribuer du 1 sur R. Et les autres composantes vont me donner des termes d'ordre 1 maximum. Donc ceci satisfait au critère que c'est d'ordre 1. Donc ça n'apporte rien. Alors là, peut-être que j'obtiens des choses intéressantes. Donc, xi. Alors, G lambda ici ne peut prendre que la valeur. Excusez-moi. Pardon ? Ça doit pas être d'ordre 1 sur R, parce que le moins 1 est fixé. Oui, c'est vrai, c'est même d'ordre 1 sur R, pardon. Mais c'était d'ordre 1 sur R, donc mais vous avez raison, donc merci. Donc, c'est bien de me surveiller parce qu'au tableau, c'est facile de faire des erreurs, mais bon, comme ça, on ne peut pas tricher. Donc, donc c'est d'ordre R-1, donc je reprends le raisonnement. Donc ici, je vais avoir GUR, c'est d'ordre 1, mais le terme d'ordre 1 est fixe, donc le terme d'ordre R-1 n'est pas fixe. Quand je dérive par rapport à R, je vais faire apparaître ici du terme à quelque chose en 1 sur R carré, mais comme xi R est maximum d'ordre R, ça va me donner quelque chose d'ordre 1 sur R, donc c'est bon. Quand je prends les autres composantes, je dérive par rapport aux autres variables, ça va être un terme en 1 sur R, mais les vecteurs décrivant les symétries asymptotiques pour les autres composantes sont d'ordre 1, donc ça va être d'ordre 1 sur R. Donc ceci, c'est au maximum d'ordre 1 sur R. Donc effectivement, ça satisfait aux critères. Par contre, ici, je vais avoir, donc c'est bien que vous me l'ayez rappelé, sinon j'aurais calé ici, je vais obtenir seule la composante GUR est non nulle. Donc j'obtiens d'ici xi U virgule U GUR et ça va être le seul terme. Et alors ici, je vais obtenir... donc qu'est-ce qui dépend de R, pas xi U. Alors xi B dépend de R, mais le terme qui dépend de R est en 1 sur R, donc quand je vais dériver ici, je vais obtenir un 1 sur R carré, donc ça va
ça va être bon. Donc c'est O de 1 sur R. Hein. Donc ce qui va me donner quelque chose, c'est quand je prends la partie angulaire ici. Attendez, non, j'ai dit que c'était... Donc j'ai GU... Ah oui, j'ai xi R, virgule R, soyons systématiques, GUR. Puis j'ai xi U, virgule R, GU, mais comme xi U ne dépend pas de R, ça fait 0. Et puis j'ai la partie angulaire que je dois dériver par rapport à R, mais la partie angulaire dérivée par rapport à R, ça me fait apparaître du 1 sur R carré. Et GU angle, c'est ordre 1, donc ça va être ordre 1 sur R carré. Donc c'est les seuls termes qui peuvent contribuer au terme au-delà de 1 sur R. Donc on va demander qu'ils n'y contribuent pas, que ça soit bien de cet ordre-là. Alors si U, virgule U, c'est DUF. Et DUF, on voit qu'il y a un demi. Donc je vais peut-être l'écrire explicitement. DUF. Oui? Ça devrait pas plutôt être xi R, A, R, pardon. Parce que xi R, R est dans R seulement. Donc j'ai pris ceci. Non, juste à côté, le deuxième terme. Celui-ci. Donc j'ai fait l'indice lambda égale à R, j'obtiens ça. Puis je fais lambda. Oui, mais le terme avec lambda égale à R, il n'est pas en 1 sur R. Enfin, il sera maximum d'ordre 1. Oui, justement, donc ça veut dire que la partie d'ordre 1 de ce terme-là doit être égale à 0. Donc il va contribuer, alors ceci c'est naturellement d'ordre 1, sauf si des conditions supplémentaires sont satisfaites, auquel cas ce sera d'ordre 1 sur R. Donc il faut retirer de cette équation l'équation qui exprime que le terme d'ordre 1 de ceci est nul, parce qu'il ne peut pas y avoir d'ordre 1. Le terme d'ordre 1, alors tout est d'ordre 1 ici, hein. Donc en fait, xi R, virgule R, ça va être le lambda, GUR est d'ordre 1, donc on regarde tout ce qui est à l'ordre 1, c'est le terme dominant. Donc on va demander que DUF plus lambda soit égal à 0. Alors dans DUF, je vais avoir deux contributions, ça et ça. Donc je vais obtenir 1 demi d bar FA, quand je dérive par rapport à U là, plus dW sur DU, plus lambda, mais lambda c'est moins 1 demi d bar A FA, doit être égal à 0, parce que c'est le terme d'ordre 1. Et donc ça s'en va. Et donc on apprend en fait que W est une constante. Mais si c'est une constante, je peux l'absorber dans alpha. D'accord? Donc par redéfinition de alpha, je peux supposer que F donc, dépend de U linéairement. Donc c'est 1 demi, donc c'est 1 demi U d bar A FA plus une fonction alpha quelconque des angles. Alors il resterait encore une condition, on n'a pas tout vérifié, donc en principe il y a encore GUU, on doit vérifier que GUU, sa variation a le bon ordre. Il se fait que c'est une conséquence immédiate de ce qu'on a déjà dérivé, donc ça ne va rien apporter de nouveau. En d'autres termes, le champ de vecteurs le plus général qui préserve les conditions asymptotiques est caractérisé par un vecteur de Killing conforme sur la sphère, FA, et une fonction, bon alors ça c'est la partie, c'est déterminé par le vecteur de Killing conforme sur la sphère, et une fonction sur la sphère. Donc la conclusion de toute cette analyse, c'est que la symétrie asymptotique la plus générale est donnée par un vecteur de Killing conforme sur la sphère. Alors, je l'ai dit la fois passée, mais je le répète, le groupe conforme de la sphère est isomorphe au groupe de Lorentz, homogène. Donc on retrouve le groupe de Lorentz ici, mais on a en plus une fonction sur la sphère.
Alors, je vais en parler maintenant, mais je rappelle des choses que j'avais déjà annoncées ou plus ou moins dites la semaine passée. Cette fonction sur la sphère, ça va contenir les translations de temps. Si je fais un développement en harmonique sphérique de alpha, donc c'est une fonction sur la sphère, je peux la développer en harmonique sphérique. La partie constante décrit les translations dans le temps. Les harmoniques sphériques pour L égale 1 décrivent les 3 translations d'espace, mais il y a des choses en plus. Et peut-être avant, donc je vais faire un peu de place sur le tableau et on va justement commenter l'algèbre et la structure de l'algèbre. Mais peut-être qu'avant de faire ça, je vais parler de la compactification conforme des métriques de Bondy, parce que ça va me permettre de me raccrocher à ce qu'on a fait la semaine passée. On va voir qu'il y a le même infini nul que dans le cas de Minkowski. Et je vous avais parlé des métriques, je vous avais parlé de ce que devenaient les isométries de Minkowski à l'infini nul, et ça va nous permettre de comparer. Donc en fait, je vais, avant d'analyser un peu plus les symétries asymptotiques, je voudrais me raccrocher à ce qu'on a vu la semaine passée. Voilà, mais en tout cas, le calcul des symétries asymptotiques est terminé. Donc il est donné et elles sont données par ce qui est là. Donc ça, je vais garder. Alors, notez que c'est un groupe infinidimensionnel. Je n'ai pas encore vraiment parlé de l'algèbre. Mais on sait, puisque ça laisse une structure invariante, ça va être une algèbre. Et vous voyez qu'elle est paramétrisée, c'est une algèbre infinidimensionnelle. Elle est paramétrisée par les vecteurs de Killing conforme de la sphère. Bon, là, c'est 6, c'est Lorentz. Mais à côté de ça, j'ai une fonction qui dépend des angles. Et l'espace des fonctions sur la sphère, c'est un espace infinidimensionnel. Donc j'ai vraiment un ensemble de symétries asymptotiques qui constituent une algèbre infinidimensionnelle. Et donc on va étudier d'un peu plus près la structure de cette algèbre, mais c'est cette algèbre qu'on appelle l'algèbre de Bondy, Metzner-Sachs, c'est eux qui l'ont trouvé en premier. Ce sont des calculs, essentiellement ce calcul-ci. Et c'est plus que point carré. Donc ça avait été à l'époque, bon, je vais commenter ça, ça contient un point carré, mais c'est plus. Alors, donc avant de parler de la structure de l'algèbre, je vais parler effectivement de la compactification conforme de cette métrique de Bondy. Et donc l'idée, c'est d'introduire des coordonnées où l'infini se trouve à une valeur finie des coordonnées et d'enlever un facteur conforme de telle manière que dans la nouvelle métrique, l'infini est à distance finie. Donc on va faire comme ce qu'on a fait pour le diagramme de Penrose la semaine passée. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en évidence un facteur de R carré et utiliser une nouvelle coordonnée que je vais appeler L, qui est 1 sur R, de telle sorte que lorsque R tend vers l'infini, L tend vers 0, donc qui est une valeur finie. Donc je vais vous donner la transformation et on va vérifier que ça marche. Donc dl, c'est moins 1 sur R carré dr. Et donc je vais écrire ds carré, donc la métrique ici, comme R carré d s bar carré, ou donc dans mes notations de la semaine passée, psi moins 2 ds bar carré, où psi donc est égal à 1 sur R, c'est-à-dire L. Donc le facteur conforme tend vers 0, ce facteur psi tend vers 0 quand on tend vers le bord, vers l'infini. Alors, voyons si ça marche bien. Donc regardons à quoi ressemble ds bar carré, parce que ceci n'a un sens que parce que
ds bar carré a les propriétés qu'il doit avoir. Alors, j'ai le terme en du carré. Donc j'ai 1 sur R ici, et je vais mettre R carré en évidence. Donc si je mets R carré ici, j'ai besoin d'avoir un 1 sur R cube. Donc je vais obtenir du L cube en termes de la nouvelle coordonnée. Donc je vais obtenir L cube V E exposant 2 bêta du carré. Alors le terme ici, dr, on vient de le voir, c'est moins, et donc dr, je peux l'écrire comme ça aussi, dr c'est moins r carré dl. Donc si je mets le r carré en évidence, j'obtiens moins 2, moins devient plus 2, E exposant 2 bêta du dl. Et puis après, j'ai le r carré qui est ici, je le factorise, donc j'ai HAB, donc ça n'a plus rien à dire là, HAB dxa moins UA du dxb moins UB du. Et donc dans mes nouvelles coordonnées, c'est L égale à 0 qui représente l'infini. Et vous voyez que L égale à 0, la métrique en L égale à 0 est tout à fait régulière. On pourrait se dire, ah mais j'ai un problème parce que j'ai V explose, mais comme c'est multiplié par L cube, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ici, je pourrais l'écrire L carré fois LV, qui reste constant. Donc vous voyez que cette métrique, elle est régulière lorsque L tend vers 0. Et donc je peux adjoindre L égale à 0 à la variété, donc je colle l'infini, comme on a fait pour Minkowski, sauf que là, ça ne correspondait pas à la valeur de L égale à 0, mais peu importe. Et donc L tendant vers 0, c'est aller vers l'infini. Et vous voyez que pour L tendant vers 0, la métrique prend une forme plus simple. La métrique, disons, en L égale à 0, le terme ici disparaît. Donc j'ai 2 bêta du dl plus HAB dxa moins UA du. Oui, en fait, UA on l'a écrit quelque part. Ça va aller comme L, hein, carré, donc je peux le laisser tomber. Donc on voit que la métrique et même gamma HAB, je peux le remplacer par, si R tend vers l'infini, L tend vers 0, le C, je peux l'oublier, donc c'est gamma AB ici. Donc en L égale à 0, voilà ce que donne la métrique. Et si je regarde la métrique induite sur la surface L égale à 0, donc métrique induite, donc L égale à 0 est de genre temps. Vous voyez. Et donc, et la métrique induite, effectivement, se réduit à, elle est dégénérée, c'est juste gamma AB dxa dxb. Et donc on retrouve exactement la même structure à l'infini que dans le cas de Minkowski. Rappelez-vous, dans Minkowski, Scri+, c'est un cylindre, et la métrique c'est une métrique dégénérée. Les générateurs, c'est D sur, on les avait appelés D sur DU, mais c'est D sur DL ici. Enfin non, pardon, c'est aussi D sur DU. Et la métrique ne dépend pas de U. On a exactement la même structure que l'infini Scri+ dans
de Minkowski. Et si je regarde les vecteurs de Killing, c'est pour ça les symétries asymptotiques, et que je regarde à quoi elles se réduisent lorsque L tend vers 0, parce que c'est ce qu'on avait fait dans le cas de Minkowski, je vais voir qu'on va voir apparaître exactement la même structure. D sur dr, c'est D sur dl, dl sur dr. dl sur dr, on l'a calculé, c'est moins 1 sur r carré. Donc c'est moins L carré D sur dl. Et donc vous voyez que ça tend vers 0 quand L tend vers 0. Et donc ça veut dire, même, et ça va plus vite que ça va comme 1 sur R carré. Donc vous voyez que la partie radiale de ces symétries asymptotiques, quand je regarde ce qu'elles deviennent à l'infini, la partie radiale disparaît. Et la seule chose qui va rester, bon, ça disparaît aussi. Et donc la seule chose qui va rester pour mes vecteurs de Killing, donc à la limite L tend vers 0, c'est des vecteurs qui sont tangents à l'infini, exactement comme on avait vu pour Minkowski. Plus FA D sur DXA, où ceci est un vecteur de Killing conforme. Alors, et donc si vous regardez ce qu'on a fait la semaine passée, on retrouve exactement la même chose. Et donc on retrouve exactement l'algèbre que j'avais. Bon, on avait trouvé que point carré correspondait aux harmoniques sphériques L égale à 0 et L égale 1, ici. Donc les translations dans le temps, c'est L égale à 0, les translations d'espace, c'est L égale à 1. Mais j'avais aussi observé, on avait vu que ceci, ici, me définit une structure carolienne à l'infini, rappelez-vous, et on avait vu que les vecteurs qui préservent la structure, ça m'a défini une structure carolienne conforme à l'infini, on avait vu que les vecteurs qui préservaient cette structure carolienne conforme à l'infini étaient précisément donnés par ces vecteurs-ci, mais sans restriction sur alpha. Donc, quand alpha est égal à 0 et égal à 1, on obtient point carré, mais les plus hautes valeurs, les plus hautes harmoniques vont définir d'autres vecteurs qui préservent la structure de Carol conforme à l'infini. Et donc, vous voyez que même malgré le fait qu'on soit parti d'une métrique qui est à courbure non nulle, ce n'est pas Minkowski, on retrouve à l'infini, en supposant ces conditions de décroissance, donc il y a quand même, on suppose qu'effectivement on s'approche de Minkowski à l'infini, si c'est ça qui exprime les conditions asymptotiques, on retrouve à l'infini le groupe qu'on avait étudié séparément comme étant le groupe préservant une structure de Carol conforme. Et donc j'insiste qu'il est infinidimensionnel parce qu'en plus des harmoniques 0 et 1, on a les harmoniques tous les harmoniques plus élevés. Et ces harmoniques plus élevées généralisent les translations, et pour cette raison, on les appelle les supertranslations. Donc ce groupe infinidimensionnel contient Lorentz, contient les translations ordinaires, mais puis contient aussi d'autres choses qui sont les supertranslations et qui sont caractérisées par des fonctions sur la sphère ayant des harmoniques sphériques plus élevées. Alors, on y reviendra plus tard, mais je vais vous donner les résultats sans faire le calcul explicite. On peut se poser la question, quelle est la structure de cette algèbre ? En d'autres termes, si je calcule le crochet de Lie de deux vecteurs décrivant des symétries asymptotiques, donc qui ont cette structure-ci, qu'est-ce que j'obtiens ? Alors, bon, je vais peut-être quand même le faire.
Il me reste 10 minutes. Mais tout d'abord, on a le groupe de Lorentz conforme. Donc en fait, on va regarder la sous-algèbre formée par les vecteurs de la forme 1 demi U d bar. Donc je fais alpha égale à 0. Donc je considère les transformations qui ont alpha égale à 0. Et donc ça va être pour la partie d sur du. Et puis j'ai fa d sur dxa, où fa est un vecteur de Killing conforme. Alors si vous calculez le crochet de Lie de deux tels vecteurs, eh bien vous allez obtenir l'algèbre de Lorentz homogène. Je vous avais déjà dit ça, le groupe conforme de la deux sphères est isomorphe au groupe de Lorentz homogène. En tout cas, au niveau des algèbres, il n'y a pas de problème. Et ça veut dire que si vous calculez l'algèbre de ces champs de vecteurs, ils vont vous reproduire l'algèbre de Lorentz homogène. Bien. Alors, à côté de ça, je peux considérer les supertranslations. Donc les supertranslations, c'est alpha de x d sur du. Donc là, cette fois-ci, je fais f égale à 0. C'est clair que c'est aussi une sous-algèbre. Et si je regarde le commutateur de deux telles supertranslations, puisque les coefficients alpha et bêta ne dépendent pas de u, dépendent que de x, ça fait 0. Donc j'ai une sous-algèbre abélienne infinidimensionnelle. Et donc la dernière relation de commutation que je dois comprendre, c'est celle qui implique un élément de l'algèbre de Lorentz avec une supertranslation. Et ça, on sait qu'en général, ce n'est pas nul, déjà avec les translations ordinaires. Si vous regardez le commutateur d'une transformation de Lorentz homogène avec une translation, les translations forment la représentation vectorielle de Lorentz et la relation de commutation vous dit que ça forme la représentation vectorielle. Eh bien ici, les supertranslations, je ne vais pas écrire explicitement le commutateur ici. En fait, si vous faites une transformation de Lorentz, donc si vous calculez le commutateur d'un tel champ de vecteurs avec ceci, vous allez obtenir une nouvelle supertranslation, et en fait laquelle les supertranslations forment une représentation infinidimensionnelle du groupe de Lorentz. Et la relation de commutation va vous dire quelle représentation c'est, de la même manière que les relations de commutation entre Lorentz homogène et translation vous disent que les translations se transforment comme des vecteurs sous Lorentz, les supertranslations se transforment comme selon une certaine représentation infinidimensionnelle, non triviale, du groupe de Lorentz homogène, qui se réduit, lorsqu'on regarde juste les translations, à la représentation qu'on connaît vectorielle des translations. D'accord ? Je ne vais pas vous écrire ça explicitement ici parce que je ne le ferai pas en 5 minutes. Et en plus, comme c'est la fin de la première leçon, je suis sûr que je fais des erreurs partout. Mais bon, disons, l'idée est simple. C'est une représentation non triviale et vous savez que les relations de commutation donnent de l'information sur cette représentation. Alors, donc ceci conclut ce que je voulais dire sur le groupe de BMS, qu'on a étudié de la manière classique, historique, selon laquelle il a été introduit par Bondy, Messner et Sachs. On va le retrouver complètement différent, enfin, pas complètement, c'est la même théorie, c'est Einstein. On va le retrouver de manière différente dans le formalisme hamiltonien, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc la semaine d'après, je vous montrerai comment on retrouve exactement la même chose,
mais d'un autre point de vue, parce que là, on ne va pas regarder l'infini de genre-lumière, on va se placer à l'infini de genre-espace, comment on retrouve à l'infini de genre-espace la même structure et comment aussi on peut faire le lien. Alors, dans les 5 minutes qui restent, je vais annoncer ce que je vais faire au séminaire. Donc justement, ce que je vais faire au séminaire, c'est essayer de comprendre le lien entre l'infini de genre-espace et l'infini de genre-lumière. Pour pouvoir répondre à des questions, par exemple ici, je vous ai dit, on suppose la décroissance suivante, écrite ici, des coefficients de la métrique à l'infini, de genre-lumière. Est-ce que c'est justifié ? Alors je pense que la bonne manière d'aborder le problème, c'est de se dire, on va se donner des données de Cauchy qui sont raisonnables, on va intégrer ces données de Cauchy et on va voir ce qu'on obtient. Est-ce qu'on obtient une métrique qui satisfait à ces conditions ? Et donc, le séminaire, après l'interruption, va être consacré à comprendre le lien entre des choses données sur des hypersurfaces de Cauchy et leur comportement à l'infini de genre-lumière, et en particulier de pouvoir répondre à la question, est-ce que l'infini de genre-lumière a ces propriétés de régularité qui sont supposées ici, ou est-ce qu'il n'y a pas des logarithmes qui apparaissent ? On va voir qu'en principe, qu'en fait, il peut y avoir des logarithmes qui apparaissent, même s'il n'y a pas de logarithme dans les conditions initiales. Et donc, je vais le faire dans un cas très simple, qui est un champ scalaire dans l'espace-temps de Minkowski, où là, il n'y a pas de problème la géométrie est donnée, la métrique de fond est donnée. On va se donner des conditions initiales pour le champ scalaire sur une hypersurface de Cauchy, sur l'hyperplan x0 égale à 0. On va intégrer et on va voir qu'il y a des choses compliquées qui peuvent se passer à l'infini de genre-lumière. Et donc, ceci sera un avant-goût pour ce qui se passe avec la métrique. Alors je pense que, je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais ça a un sens de s'arrêter, de toute façon ici je suis bien obligé, ça a un sens de s'arrêter ici, et donc on va faire une pause d'une demi-heure et on reprend à 16h. Et donc à 16h, c'est un séminaire sous forme classique. J'avais annoncé il y a très longtemps le titre en français, mais je ferai le séminaire en anglais parce que je pense qu'il y a des postdocs ici qui peut-être sont plus familiers avec l'anglais. Mais vous me direz, si les transparents sont en anglais, je veux bien faire le séminaire en français avec support anglais. Ça va ? Bon, à tout à l'heure, alors dans une demi-heure.